Salut à tous, épisode 16 avec la Deceuninck Quick Step qui normalement devrait être le dernier puisqu'on va pas tarder à passer à Pro Cycling Manager 2019. Alors, on m'avait parlé du 27, jeudi 27, et d'autres gens m'ont parlé du 2, le 2 juillet, donc wait and see, on va voir. Et puis ce sera l'occasion cet épisode de développer voilà, hein, tout ce qu'on peut connaître au début du mois d'avril, c'est-à-dire juste après le round, et on terminera avec un Liège-Bastogne-Liège qui doit être normalement l'occasion pour Julien Alaphilippe de s'imposer sur un parcours sur lequel il ne s'était pas imposé l'année précédente, et pour cause, c'était sur l'ancien parcours. Voilà. C'est-à-dire le parcours qui arrivait à Anse. Donc absolument rien à voir avec le 2019 qui sera utilisé cette fois-ci. Alors on démarre avec le Grand Prix de l'Escaut, suite à des petites images de Jacobsen qui a vraiment fait un bon début de saison. Le Grand Prix de l'Escaut, c'est donc en fait pour valider son excellent début de saison. Je rappelle, victoire d'étape sur Paris-Nice, victoire au Samyn, mais je vous l'avais pas montré, ainsi que victoire sur Gand-Wevelgem après avoir gagné les 3 jours de Bruges-la-Panne. L'opposition n'est pas ridicule, surtout du côté de la Dimension Data, qui décidément nous habitue à avoir une véritable Dream Team. Alors, il y a un petit peu d'indécence dans mon propos. J'ose parler d'un adversaire en le désignant comme une Dream Team avec l'équipe que j'ai. Ok, d'accord, j'arrête tout de suite. C'est vrai que cette équipe de Deceuninck Quick-Step est vraiment très très forte. Maintenant, est-ce que on peut dire qu'elle écrase tout? Sur le plan des résultats, oui. Ça, c'est pas vraiment en décalage avec ce qu'on connaît, hein, puisque la Deceuninck Quick-Step, elle a tout écrasé, et ça date pas de cette année. Hein, donc, sur tout ce qui est classique, elle écrase. Après, ce qui est évidemment relativement fictif, c'est qu'elle écrase aussi au niveau des tours World Tour. Voilà, ça, là, on est dans un jeu, bienvenue. Donc, finale de ce Grand Prix de l'Escaut, avec, de toute façon, une seule mission, hein, c'est emmener Fabio Jacobsen, champion des Pays-Bas, dans les meilleures dispositions possibles pour aller nous claquer un sprint. Et il y a Groenewegen qui est dans la roue là, de Jacobsen. On se décale un poil sur la droite, est-ce que ça va suffire? Oh là là, ça va encore se jouer à un demi-cheveu, et ça passe, ça passe. On peut dire qu'on est franchement pas malheureux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas malheureux sur ce coup-là. Sam Bennett, Greg Van Avermaet, il y avait aussi Stuyven, il y avait Edward Teuns, un Tony Martin, un Tish Benoît, Mathieu Van Der Poel. Voilà, il y avait un peu de monde quand même, hein, sur ce Grand Prix de l'Escaut. C'était pas non plus le Tour des Flandres, mais c'était quand même une opposition assez correcte. Allez, Jacobsen, tu as fait du bon boulot. Maintenant, l'objectif, c'est le Tour de France, où il pourrait peut-être, qui sait, viser un petit maillot... peut-être viser un petit maillot vert. Ce sera dans un autre temps. On verra bien tout ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le Tour du Pays Basque s'annonce là juste après. On aligne, ce que je peux considérer au niveau des leaders comme notre Dream Team au niveau des tours. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, j'ai rarement aligné Alaphilippe, Mas et Jongels sur la même course. En l'occurrence, là, c'est fait sur ce Tour du Pays Basque. J'ai utilisé évidemment le profil 2019. Alors, on se souvient que Bob Jongels, lui, il avait plutôt été sur les classiques flandriennes dans toute cette période-là de ce printemps 2019 IRL, quand effectivement un Henrik Mas et un Julien Alaphilippe étaient sur ce Tour du Pays Basque avec un relatif malheur pour Julien Alaphilippe, vainqueur d'une étape, certes, l'étape 2, mais le lendemain, pris dans une chute qui, à ce moment-là, a suscité les plus vives inquiétudes quant à la suite de son printemps. Donc, Amstel Flèche Liège avec un point d'exclamation, d'interrogation, je vais y arriver,
à ce stade-là, et puis finalement il avait pu courir, il s'était rassuré. On sait tout ça, donc là, bah, j'ai pas vraiment de préférence absolue entre les trois. Toutefois, il faut savoir que Bob Jungels n'est qu'en préparation du Giro. Euh, D'autre part, Henrik Mas, il est sur la toute fin de sa période, comme ça, de février, mars, avril, avant de faire un break. Oui, il ira en Romandie dans ce qui est prévu. Et après, il y a un break jusqu'au Tour de Suisse. Il va passer plus d'un mois et demi sans courir, là, c'est ce que j'avais prévu. Avec évidemment Tour de Suisse qui est un préambule pour lui à un Tour de France qui s'annonce plutôt extraordinaire, même si je ne sais pas si on aura évidemment la chance de le jouer. Je vais voir, je vais voir. Je me ferme aucune porte, quitte à simuler pour aller jusqu'au Tour de France, parce que on est fin juin, qu'est-ce qui nous attend là dans la réalité? C'est un Tour de France. Ce serait quand même peut-être pas dégueulasse de le jouer. Bon, vous me donnerez vos avis. Mais je pense pas avoir techniquement le temps, à la sortie de PCM 2019, d'à la fois faire un Giro, un Dauphiné, un Tour de Suisse et un Tour de France. C'est un peu tendu, pour être très franc. Donc il va falloir être raisonnable. Il va falloir être raisonnable, tout comme d'ailleurs nous y incite Chris Froome, puisqu'il a le maillot dès le départ sur un contre-la-montre inaugurale, qui était très joli à voir. J'ai encore des images en tête de ce contre-la-montre là, il y a environ 2 mois et demi. C'était très sympathique, c'est une très jolie étape 1. Alors après, il m'est arrivé un truc à l'étape 2, c'est que j'ai ultra bêtement supprimé mon fichier. Ah oui, ça arrive, ça arrive. Génial, je croyais l'avoir encodé, je l'ai supprimé. Voilà, voilà, voilà. Donc cette étape 2, elle avait vu notamment une chute qui avait impliqué Alaphilippe et 2+. Donc contrairement à la réalité où la chute elle a eu lieu à l'étape 3, Alaphilippe a chuté, mais s'en est relevé avec une... il perd 2 minutes je crois sur le coup, donc déjà le général s'est oublié pour Alaphilippe suite à l'étape 2 là dans la partie, et 2+, carrément a été lui contraint à l'abandon. Donc c'est pas la meilleure nouvelle du monde lorsqu'on aborde la saison des Ardennaises, sous peu, que de perdre Lorenz 2+, vous en conviendrez. Maintenant, on a plein de cordes à notre arc, et on n'est pas non plus en train de pleurnicher, donc voilà, on va gérer les choses. Plus que 6 coureurs. On a un Remco Evenepoel qui a encore un petit peu gagné en statistique. Il y a un petit 73, 74 là qui commence à apparaître. Ça commence à fleurer bon. C'est marrant au moment où on va s'arrêter. Ça restera mon immense regret. Mon immense regret dans cette partie, c'est évidemment de ne pas avoir pu aller suffisamment loin pour pouvoir euh, vivre ce que peut être un Evenepoel qui commence à contester des grands tours. Voilà, ça c'est vraiment le truc. On s'interdit rien sur Pro Cycling Manager 2019, bien sûr, mais bon, de vous à moi, je me vois pas non plus reprendre une partie avec la Ducking Quickstep sur ce nouveau jeu. Je trouve que c'est quand même sympa d'explorer autre chose, de pas non plus toujours jouer avec les mêmes équipes. Enfin, vous m'avez compris, hein. Donc, ouais, mission accomplie au passage pour Julien Alaphilippe. Tiens, petite vengeance subliminale, puisque l'étape 3 qui avait été tragique pour lui, bah, il la remporte. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Non, je crois que tout simplement, sur Remco Evenepoel, on est parti de trop bas, il restait trop peu de temps, surtout avec 3 parties à faire avancer, beaucoup de choses, etc. Euh, on en tirera les leçons pour la suite, pour la suite de ce que je pourrais créer, développer, suivre comme série sur voilà dans les futurs mois. On en tirera les leçons, c'est-à-dire essayer de bien rester vigilant sur le temps qui reste pour développer tel ou tel truc. Et c'est vrai que Remco Evenepoel étant à 69 ou quelque chose comme ça d'overall en tout départ de la partie, c'est vrai qu'il était délicat d'envisager
qu'il allait être en 1 an et demi digne de rivaliser avec les plus grands. Je l'ai jamais imaginé, de toute façon. Mais simplement, moi, ce que j'espérais, c'était pas faire 1 an et demi, c'était faire 3, 4 ans. Voilà. Et je pensais qu'en 3, 4 ans, on aurait eu quelqu'un qui aurait pu jouer autre chose que le porteur de bidon. Maintenant, à 73 d'overall, bah ouais, c'est mon porteur de bidon. Ouais, je suis désolé. Je pourrais l'envoyer en échappée, mais j'ai déjà essayé. Hein, je le dis pour ceux qui fantasment sur l'éventualité de faire autre chose ou mieux avec Evenepoel. Rien ne vous empêche de vous y amuser vous-même. Pour ma part, j'ai pas autre chose à proposer que ce que j'ai fait là. Et puis, de toute façon, à la De Koning Quickstep, il y a tellement de richesses que, au fur et à mesure, on voit bien que Evenepoel, c'est un projet sur le long terme. Il y a un Alaphilippe qui est le meilleur puncher du monde, surtout dans un certain registre. On a Young Girls qui est quand même un coureur assez phénoménal. On a Enric Mas qui, d'ailleurs, un petit peu à ma grande tristesse, a de fortes chances de quitter le cocon de Koenig Quickstep. En tout cas, c'est ce qui se murmure beaucoup au niveau des bruits de transfert. Vous avez vu dans cette étape 5, et bien dans cette étape 5, on a échappé à Alaphilippe. Alors est-ce que il y a un objectif de général? Ben en fait, à un moment donné, il pourrait quasiment y en avoir un. Parce qu'Alaphilippe, il est à un petit peu moins de 3 minutes de retard au général, et les 3 minutes ont été rapidement prises sur le peloton, sur le groupe, en tout cas maillot jaune Froome. Et c'est pour ça que je rigolais, là, je disais, il faudrait qu'on puisse parler aux coureurs, tu sais, leur dire, écoute, mon gars, tu roules avec moi. Alors que là, c'est tout l'inverse qui se produit en fait avec Michael Nieve. Mais il faudrait pouvoir leur dire, tu roules avec moi, mon grand, je te laisse l'étape, et tu roules comme un fou, et comme ça on prend le plus de temps possible, et peut-être je peux le jouer le maillot de leader. Bon, il n'en fut rien, parce que finalement l'échappée Nieve à la Philippe s'est disloquée. À la Philippe, j'ai préféré le rappeler pour venir au soutien de Youngles et Mas, qui, eux, sont à la lutte pour le général, donc en me disant que même s'il restait pas grand-chose de barre que pouvait offrir Julien Alaphilippe, il fallait le faire, puisque de toute façon, regardez, le résultat de l'échappée, il est très 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 clairement connu. Michael Nieve, il est en train de complètement craquer. Et par contre, au panache, Enric Mas est en train de partir. Et ça me plaît. Ça, c'est le cyclisme que j'ai envie de voir. Un petit peu comme l'autre jour sur le Tour de Suisse, lorsque sur l'étape 9, la dernière, cette très très jolie étape sur le papier et au final presque un peu décevante lorsqu'on la regarde. Enric Mas, à un moment donné, est parti et j'étais tout joyeux, je disais, ah génial, il va nous faire un numéro et tout ça. En fait, bon, il a craqué quelques kilomètres d'ascension plus loin. Bon, c'est comme ça. Mais là, bah, il va pas craquer. Il va pas craquer, le Enric Mas. Il y a environ 28 secondes à récupérer sur Chris Froome. Il y a, à ce moment, en tout cas là, je le crois, une bonification. L'écart était de 26 là, à l'arrivée, 26 secondes. Du coup, je me dis, génial. Bonif, 20 secondes, 12 secondes, 8 secondes. On prend le maillot avant la dernière étape, eh ben non. Eh ben non, tout ça pourquoi? Je vais vous dire le truc, c'est énorme. C'est énorme. Sur le moment, ça m'a stupéfait. Je suis allé voir. En fait, c'est parce que la 5e étape, c'était la seule sur laquelle il n'y avait pas de bonification. Enfin, si on en accepte le contre-la-montre, bien sûr, de départ. Du coup, si Enric Mas veut prétendre à la victoire finale dans ce Tour du Pays Basque, il faut tout simplement aller chercher une bonification qui soit meilleure que celle que Froome pourrait éventuellement chercher. Si on fait 1 et 2, ça va. Si on fait 2 et 3, ça va. Et si Mas fait 3 sans que Froome ne soit top 3, ce sera dans la poche. Donc il y a quand même des possibilités. C'est loin d'être perdu là. On est sur une étape, elle était très très jolie celle-là IRL. Elle avait permis à l'équipe Astana de faire basculer ce Tour du Pays Basque, alors que jusque-là, les Bora Hansgrohe de Schachmann, 3 victoires d'étape, et Manu Bourman, une vieille connaissance, avait brillé. Et puis finalement, sur cette étape 6,
basculement total, et c'est Issa Guiré qui termine vainqueur, avec cette scène un petit peu cocasse à l'arrivée d'un Bourman qui se trompe sur des signalisations là dans les tout derniers centaines de mètres, et Bourman prend une mauvaise route en fait, et finalement est recrédité d'un certain temps, qui fait qu'il arrache le podium, alors que c'était pas podium, hein, c'était Fuglsang, hein, qui était troisième avant qu'il y ait cette légère modification. Fuglsang, il est bien présent, même s'il ne joue pas les tout premiers rôles. On a un Tom Dumoulin aussi qui est présent. Mais Tom Dumoulin, j'ai presque envie de vous dire là dans Pro Cycling Manager. Donc, qu'on soit clair, 2018 version World DB19, hein, pour être très précis. Bah, Tom Dumoulin, il fait peur à personne, hein, je vous promets. On a vu qu'avec même Bob Jungels, on lui met la sauce à peu près quand on veut. Je vous parle pas de Henrik Mas qui, par rapport à Dumoulin, s'envole littéralement dès lors qu'il y a un petit peu de haute montagne, ou même de pourcentage un peu délicat. Tom Dumoulin, rip à ses fans, hein, parce que ils doivent s'arracher les cheveux en jouant sur World DB19. En tout cas, si, comme moi, vous avez commencé une partie vers début février avec Tom Dumoulin, vous avez dû pleurer en fait, parce que ça doit être bien difficile de Après bon, c'est quand on joue quand même, on peut arriver à faire mieux que ce que propose l'IA, mais Tom Dumoulin, waouh, tristesse totale. Et regardez-nous, on est sur la toute fin de cette étape 6, et en fait, j'adopte une stratégie toute bête, après avoir fait se relayer Jungels et Alaphilippe au niveau des efforts intenses, très intenses, en consommant le moins possible masse, mais un peu quand même. Bah, il faut y aller, mais comme des damnés, hein. Descente à toute blinde, et c'est ce qui va se passer. Jungels 77 en descente emmène Mas qui va prendre la bonne petite bonif qu'il faut, devant même un Julien Alaphilippe. Donc tiercé gagnant pour la Deceuninck Quick Step. Et ben voilà, c'est donc ce tour du Pays Basque qui s'achève, avec en tout et pour tout 2 victoires d'étape pour Alaf, une victoire d'étape pour Jungels et une victoire d'étape pour Mas, plus le général. On peut pas dire qu'on est malheureux, mais après, honnêtement, ces trois-là forment un excellent assemblage lorsqu'on a la chance évidemment de jouer avec. Voilà. Donc, tant mieux. Allez, on reste bien modeste. On a de la chance aussi par moment. On a pas mal de réussites. Notamment, je pense à Paris-Nice, hein, très clairement. Il y a des formes du jour, par contre, qui sont ce qu'elles sont. Elles sont assez moyennes globalement, mais ça peut suffire en fait. Ça peut suffire avec comme ça quelques coureurs très forts. Allez, passons à Paris-Roubaix. Paris-Roubaix et son stock de secteurs pavés. Donc, on se souvient de cette vidéo là que j'avais sortie il n'y a pas très longtemps, où je donnais un petit peu le détail. Là, je vous l'ai remis en accéléré de chaque secteur pavé. On sait que dans Pro Cycling Manager, a priori, beaucoup de choses se jouent entre Mont-Saint-Pével, le carrefour de l'Arbre, avec parfois même une attaque qui peut être décisive du côté de Gruson, donc vraiment sur la fin. Hormis une chose, laquelle, c'est lorsque votre coureur a la malchance de chuter ou de crever dans un moment type, je ne sais pas moi, par exemple, trouée d'Arambert, qu'ensuite il y a un trou à boucher. Voilà, il peut y avoir aussi des petits scénarios malchanceux, hein, qui vous font perdre peut-être un petit peu plus certaine, de manière un peu plus certaine que ce que vous auriez éventuellement perdu. Regardez par exemple, là on a un petit peu de malchance en ce tout début de Paris-Roubaix, malchance toute relative. Stibar est épargné en revanche, Gilbert et Lampart, ainsi que d'ailleurs Sénéchal, hein, que j'aime beaucoup, se sont fait avoir dans une chute. C'est pas la dernière, attention. Il va encore y avoir de la chute, décidément. Voilà, ça c'est fait. Encore une petite chute, allez, vous en reprendrez bien un petit peu.
Bon, ça fait 2 déjà, pour toujours un peu pour les mêmes, hein. À chaque fois, il faut revenir sur le groupe de favoris, il faut faire remonter à l'avant du groupe. Regardez, comme un malheur n'arrive jamais seul, alors qu'on n'est pas très loin de rentrer, mais qu'on n'est pas encore rentré. Crevaison de Sénéchal. Pfiou, dur, hein. Dur au bout d'un moment, parce que pour Sénéchal, ça fait 3 malchances sur ce début de Paris-Roubaix, on va dire sur au sens large, les 100-120 premiers kilomètres de Paris-Roubaix. Donc après, comme ça, avec une petite accumulation, ça peut devenir délicat, hein. Regardez par exemple, à l'avant maintenant, on a Gilbert qui est en train de revenir, on a Stibar qui lui n'a pas bronché, il est resté droit comme un i, il n'y a rien qui l'a atteint, mais déjà Lampard plus Morkov Martinelli, bon, on commence un peu à la rentrée, mais pour Sénéchal, c'est compliqué, hein. Il est rentré, mais en bouffant de la barre. Et on sait très bien que de toute façon, il y a un moment donné où ça se paye, hein. Ça se paye. Après, bon, les coéquipiers se consomment. Allez, maintenant c'est crevaison de Lampard. On avait déjà eu double chute plus crevaison pour Sénéchal. Bah tiens, pour Lampard, c'est la même. Sauf que c'est un moment un poil plus embarrassant pour Lampard. Lampard qui était honnêtement un des deux sur lequel j'avais un petit doute quant à qui privilégier, hein, sur ce Paris-Roubaix. Pour moi, dans la tête, là, avant de partir, c'est Stibar ou Lampard. Voilà. Pourquoi pas Gilbert, bah déjà parce qu'il a gagné l'année d'avant. Et pourquoi pas Gilbert pour la deuxième raison, c'est que Gilbert il est plus en forme, il est plus en pic de forme, puisqu'on avait sciemment avancé son pic à Milan-San Remo, donc forcément là t'arrives à Paris-Roubaix, c'est terminé. Voilà. Donc Lampard, eh ben en galère. Lampard il se retrouve, c'est pas les mêmes malheurs au même endroit, hein, mais il se retrouve dans une galère à la Wout van Aert, qui se retrouve en sortie de secteur de la trouée d'Arambert à devoir boucher un trou et revenir sur l'avant. Il a les moyens de le faire, regardez, c'est encore réalisable, surtout qu'il a récupéré des équipiers, voilà. Il a réussi à rentrer Lampard. Après, c'est toujours pareil, hein. Il a bouffé de la barre, hein. Et quand je pense à bouffer de la barre, je dis pas nécessairement jaune et rouge qui se reconstitue. Je pense surtout à celle que vous reconstituez jamais, hein. C'est la barre verte. Voilà. Donc à partir de là, tout ce qui a été consenti pour revenir ne sera jamais récupéré et a été une espèce de trop consommé, hein, en quelque sorte. Surtout si par exemple, on compare facile à regarder par rapport la position de la barre verte par rapport au bidon. On voit très bien que Stibar, lui, qui n'a jamais bougé, qui n'a jamais été en difficulté, mais il lui reste un petit peu plus de barre verte que Lampard, alors que les deux sont quasiment à égalité au départ de ce Paris-Roubaix, hein. Simplement, à la limite, Lampard est un meilleur candidat au niveau caractéristique, puisque Stibar, il est extraordinaire, on l'adore. Moi, j'ai encore, c'est un coureur vraiment pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Je me souviens qu'il avait été assez malchanceux une année, hein, avec un accrochage plutôt malheureux, alors qu'il était en possibilité, en tout cas, de contester la victoire. Euh, Stibar, c'est un moins bon coureur sur le papier que Lampard pour gagner à Paris-Roubaix. L'année d'avant, on l'avait bien vu, hein. Victoire de Lampard l'année d'avant, avec un Stibar qui est quasiment hors de forme et qui lâche sur la toute fin et c'est bien sacrifié, il y a eu un job d'équipe, ok d'accord, mais n'empêche que, bon, on voit bien, il suffit de comparer les notes des deux de toute façon. Et tiens, on se retrouve dans la toute fin avec 4 hommes. Ça, c'est un luxe. C'est un luxe. Florian Sénéchal a réussi à accompagner tout le monde assez loin. C'était vraiment un exploit de sa part, hein. Lampard est bien revenu. Il a plutôt bien reconstitué ses barres jaunes et rouges. Même si en barre verte, il est un petit peu inférieur à Stibar. Allez, très clairement, la carte à jouer là, c'est Stibar, hein. C'est Stibar. Donc il y a une petite accélération des favoris. On a l'habitude à l'approche du carrefour de l'arbre. C'est parti. Secteur noir, secteur 5 étoiles, carrefour de l'arbre. Et crevaison de Gilbert. Alors vous allez me dire, avec ce qui lui restait comme force, c'est pas le drame de l'année. Ouais, c'est vrai. Mais n'empêche qu'il lui restait encore un petit peu à donner. Et il pourra pas le donner, puisque là, voilà, maintenant c'est terminé. Philippe Gilbert, même pour aider Lampard et Stibar, on oublie totalement. Et du coup,
le tout pour le tout. Je mise sur Stibar. Ça se sentait venir, hein. Je pense pas que vous soyez très surpris si vous avez écouté les dernières minutes. Allez, attaque de Kort Nielsen et du surprenant Jumbo-Visma Rosen. Eh ben, heureusement, Stibar a pris la roue. Et ce coup, il fait partie de ceux qu'il faut surveiller dans une toute fin de Paris-Roubaix. Alors, à plus forte raison, si c'était Van Avermaet et Sagan qui étaient partis, évidemment. Hein, parce que Kort Nielsen et Rosen, on peut se douter que ça peut peut-être caler. En tout cas, Stibar, il s'en fout, Stibar. Stibar, il part. Stibar, il se dit, je vais me le taper, ce Paris-Roubaix, il me revient de droit. Et il semble pas trop mal parti, même si au niveau de la barre rouge, je fais ce qu'il faut pour ajuster la barre d'effort pour ne pas arriver à 0 barre rouge, en fait. Voilà. Allez, on bouffe le gel, on se fout dans la roue de Kort Nielsen. Derrière, c'est costaud, hein. Ils sont nombreux, il y en a forcément à qui il reste des forces dans ce tas-là. Hein. Donc, Lampard dans la roue de Sagan, c'est en train de rentrer. Il y a Matteo Trentin, notamment, le Mickelton Scott, là, qui impulse un retour, voilà. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais, il va falloir se la jouer au sprint, et regardez, que se passe-t-il? À tel point que je stoppe l'attaque de Lampard, j'avais prévu une contre-attaque. Je stoppe tout. Stibar dans la roue de Kort Nielsen, ça ne roule plus derrière. Regardez l'écart. L'écart, il s'agrandit à tel point que là maintenant on a une certitude. C'est qu'on connaît l'identité des deux premiers. On sait qui va terminer premier et deuxième. Alors par contre, ce qu'il va falloir voir, c'est dans quel ordre. Et évidemment que je me décide à attaquer à ce moment-là. Alors c'est le sprint, disons. Kort Nielsen, deuxième. Victoire de Stibar. Stibar, bah écoutez, il a fallu attendre d'avoir 34 ans pour taper 2 monuments, les 2 seuls monuments en carrière. Donc écoutez, qu'est-ce que je peux rajouter? J'ai plus rien à dire, moi. J'ai plus rien à dire. Si ce n'est que, on a de la chance, c'est tout. On a du bol. Tout se passe pour le mieux. Honnêtement, Stibar, une statue. Merci le jeu. Honnêtement, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais très bien qu'il y a une part de chance qui est juste énormissime. Dire tu gagnes pas Paris-Roubaix sans avoir un peu de chance. Donc là, on a eu max de chance. On s'est foutu dans la bonne roue. Et c'est allé au bout derrière. Et ne me demandez pas pourquoi ça s'arrête de rouler, j'en sais rien. J'en sais strictement rien. Et, sans transition, on enchaîne avec un Brabantse Pile. Donc, flèche Brabanson, qui, moi j'aimerais bien, pourrait permettre à Sénéchal de se mettre en valeur éventuellement. Evenepoel, si jamais il tient le coup, hein, moi je suis ouvert à tout. Hein. Je suis ouvert, mais il faut qu'il tienne les pavés. Et le problème, c'est que IRL, Evenepoel, on sent très bien quelle est la stature du type. On sent très bien que c'est quelqu'un qui va pas se contenter d'être compétitif sur les grands tours. On sent que c'est un tout grand, en fait. Il suffit de 10 000 signes. Evenepoel, c'est quelqu'un qui va pas se contenter des grands tours, sous peu. C'est un type qui va être capable, à l'image d'un Nibali, évidemment dans un registre qui n'est pas le même, mais à l'image d'un Nibali, en tout cas pour ce qui est d'évoquer une comparaison avec un spécialiste de grand tour et un vainqueur, ne se bornera certainement pas à gagner des grands tours. Hein. Evenepoel, c'est le prototype du type qui, belge en plus, etc., pourrait peut-être un jour claquer, avec le moteur qu'il a, il peut claquer une Flandrienne, qui sait, hein. C'est voir un Tour des Flandres, je ne sais pas. Allez, Tour des Flandres 2024, soyons fous. Après avoir gagné le Tour de France en 2023. Je rigole, je délire totalement, mais sans rigoler. Evenepoel, 63 en pavé, ok, d'accord, merci les gars, c'est cool. Mais donc ça nous empêche juste, j'attends PCM 2019 avec intérêt, notamment au niveau des notes. Ça nous évite juste de pouvoir jouer la victoire avec Evenepoel sur une telle épreuve. Mais par contre, je suis sûr que s'il avait eu un 1,70 ou quoi, je pouvais jouer quelque chose. Et puis voilà, on va aller chercher cette flèche Brabanson. Et puis évidemment, ce sera le petit cadeau fait à notre équipier modèle, Florian Sénéchal.
On a vu un Gianni Moscone notamment qui était très très combatif. Un Thibaut Pinot qui s'est un peu perdu. Thibaut Pinot qui est venu sur la flèche Brabanson. Expliquez-moi le truc, j'ai du mal à comprendre. On le voit pas là sur le classement, mais il y avait aussi Primoz Roglic dans le registre. Tu t'es trompé d'endroit. Bref, c'est pas grave. Allez, direction Ardennaise pour de vrai. Pour de vrai, parce qu'en fait, ce Brabantse Pijl, il est une espèce de jonction entre les Flandriennes et les Ardennaises. Et puis, une autre course comme ça qui fait la jonction, c'est l'Amstel Gold Race, puisque assez traditionnellement, et je dirais encore plus depuis que le parcours est moins exclusivement favorable aux punchers purs. Coucou Philippe Gilbert à l'époque, puisque le juge de paix n'est plus réellement le Coberg. Hein, il y a une plus grande part d'incertitude sur la toute fin. Donc, ça permet aux Flandriens de pouvoir postuler, mais également aux punchers. Donc, c'est en cela elle est super intéressante, cette Amstel. Elle nous avait réservé en 2019, il y a 2 mois et demi, un spectacle fabuleux. On s'en souviendra longtemps de Mathieu Van Der Poel. Et là-dessus, moi j'ai emmené justement un mix entre mes punchers désignés et quelques Flandriens qui terminent ici. Les Flandriens qui terminent ici, c'est Lampart, c'est Philippe Gilbert, c'est Florian Sénéchal, voilà. Les trois terminent leur saison de classique à l'Amstel. Et puis Zdenek Stybar, il est tellement survolté en ce moment qu'il m'a demandé d'aller jusqu'à Liège. Je lui ai dit oui. Euh... non mais c'est vrai, en fait il est sous pic depuis pas très longtemps, hein, depuis le matin du Tour des Flandres. Et c'est vrai que du coup ce pic-là, il peut emmener... c'est le cas de figure en fait super favorable où vous pouvez emmener votre coureur sous pic ou quasiment jusqu'à Liège-Bastogne-Liège. On a déjà eu ce cas de figure quelques petites fois, que ce soit avec Tish Benoît chez Lotto Soudal ou bien même chez dans la partie avec Andy Amoragazzi et les Ferrari. On avait bien vu que en fait si on ajuste le pic en faisant des petits calculs et qu'on s'arrange pour qu'il soit le matin du Tour de Flandre, il y a moyen d'y être encore à Liège-Bastogne-Liège. Très très juste, hein, mais ça passe. En tout cas, avec un petit peu de chance, puisqu'il y a un petit facteur aléatoire sur la durée du pic. On le sait, on l'a vérifié, on l'a expérimenté un paquet de fois. Donc, Stybar, il est drôlement en canne. Hein. C'est vraiment très très impressionnant de voir la forme du type là encore sur cet Amstel. Stybar, Jongels, Alaphilippe sont les 3 hommes forts de cette fin de course pour notre équipe. Et voilà, je vais faire un petit peu durcir la course par Zdenek Stybar au moment où Michael Matthews, super dangereux, hein, Michael Matthews, sur, que ce soit, peut-être moins sur la flèche, wallonne, mais en tout cas sur Amstel et Liège, il est surtout Liège, nouveau parcours. Michael Matthews, c'est super dangereux. Donc après, le fait qu'il attaque tout seul comme ça, un petit peu trop loin de l'arrivée, ça incite plutôt à l'optimisme parce que au final, seul il peut pas, hein, dès lors qu'on a roulé aussi comme des malades derrière avec Bob Jungels. Là, j'avais placé une petite attaque avec Alaphilippe, mais je me suis vite ravisé. Jungels, c'est un moteur incroyable. Vous voyez, sur sa barre jaune, là, il a plus de rouge, mais rien que sur sa barre jaune, il tient le coup. Ça s'exciterait un petit peu là du côté de Dan Martin, Michael Matthews, Kwiatkowski, Tim Wellens, pour ne citer que. Et puis, ça va peut-être être le moment de placer quelque chose. Allez, une grosse accélération dont Julien Alaphilippe a le secret, qui va, cette accélération, lui permettre de faire un trou assez conséquent et irrémédiable pour les concurrents. Le Kvyat vient faire 2.
Tim Wellens 3, Dan Martin 4, Michael Matthews 5. Ok, on a un Michael Woods qui met la tête à la fenêtre pour dire je suis là les gars, comptez sur moi pour la Flèche et peut-être pour Liège. On va le surveiller de près. Michael Woods, un coureur qu'on peut apprécier, hein. Il a des super côtés, c'est quelqu'un d'assez sympa en plus. Ok, allez, on passe du côté de la maison. Hein, j'hésite pas à le dire, on est à la maison du côté de la Flèche Wallonne et encore un petit peu plus précisément du côté du mur de Huy. Le mur de Huy, c'est la deuxième maison de Julien Alaphilippe. Qui peut battre Alaphilippe sur le mur de Huy? Alors en fait, je dis ça et en même temps, j'ai en tête la magnifique résistance. Et donc il y a très peu de temps, hein. Au final, il y a encore une fois 2 mois et demi de Jacob Fuglsang sur la Flèche Wallonne, où au final, Alaphilippe s'est imposé de très peu de choses face à Fuglsang, hein. C'était peut-être encore une fois précurseur du Liège que Fuglsang a sorti 4 jours plus tard. Donc voilà, hein, on peut sincèrement estimer que ne pas gagner pour Julien Alaphilippe sur la Flèche Wallonne, ce serait quasiment un fail. Donc, on va s'atteler dans la toute fin à contrôler les attaques éventuelles de la concurrence. Regardez, par exemple, ici, c'est une séquence qui est assez intéressante, puisqu'avec l'énorme effort de Stibar protégé par Peter Seri, bien en fait, on a contrecarré sans attaquer, simplement en gros efforts curseurs, on a contenu, je dirais, les attaques des coureurs qu'on a percevés sur la partie gauche de la route, eux, ils étaient en attaque, hein. Et après, c'est évidemment l'occasion d'essayer de placer une contre-accélération. Là, cette fois-ci, c'est Jangels, Stibar qui sont dans la roue de Julien Alaphilippe. Parce qu'en fait, sur ces séquences-là, je fais de temps en temps travailler celui que je protège. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous le faites travailler un petit peu, ça permet d'économiser légèrement les équipiers, les derniers équipiers en fait, hein, ceux qui vont vraiment emmener Alaphilippe jusqu'en bas du mur de Huy, hein. Ça permet de les avoir un petit peu économisés cela sur l'avant-dernière difficulté sur la côte des Refs. Et du coup, on arrive à Cherave avec encore avec un Bob Jungels et un Stibar qui en ont encore sous la pédale, qui sont encore capables de fournir un gros effort. Il va y en avoir besoin parce qu'en fait, dans la côte de Cherave, on peut aussi avoir en face de nous des gens qui peuvent tenter le coup. Alors évidemment, jouer avec Alaphilippe, c'est beaucoup plus facile pour une raison très très bête, c'est que fatalement, il n'y a pas Alaphilippe qui peut vous en planter une. Et c'est vrai qu'on sait très bien jouer suffisamment avec d'autres équipes, hein, pour savoir que le danger numéro 1 là-dessus, c'est Alaphilippe. Et quand on l'a contre soi, c'est assez délicat, hein, de faire face au caractère offensif de la Quick Step, le fait que les équipiers aussi roulent comme des malades, essayent de mettre dans les meilleures dispositions. Donc, ben ouais, mais là, on est de l'autre côté, on est du côté des gros méchants qui gagnent un peu trop, hein, du côté des Deceuninck Quick Step. Voilà, Stibar a donné tout ce qu'il a pu. Jungels a aussi apporté une grande partie de ce qu'il pouvait, et Julien va devoir se gérer, parce que vous avez vu, il y a un moment donné où j'ai stoppé le sprint parce que je ne voulais surtout pas qu'il ne reste plus rien à Julien pour terminer. Et au final, ça se termine un peu à la Philippe Fuglsang, simplement avec Michael Woods, hein, dans le rôle de celui qui vient mourir à pas grand chose. Donc grosse perf. Vous avez vu au passage que Knox a été perdu en route sur une fracture du bras sur cette flèche wallonne pour Kevin Knox. Voilà, donc Kevin Knox, confondu avec un joueur NBA. Donc Knox se pète, et ça c'est un peu dommage, même si je pense
pas qu'on va aller jusque-là, mais c'est dommage parce qu'il était prévu pour le Giro qui va suivre. Donc, on a pas mal de blessures en fin de compte, hein. Il y a De Plus qui s'est pété sur le Pays Basque. Il y a Nox qui se pète. On a comme ça de 3-4 blessés dont il faut se priver pendant pas mal de semaines. Bon, ce qui n'est pas non plus la fin du monde, parce qu'il y a toujours des solutions, hein, mais quand même. Mais quand même. Et on est donc maintenant sur Liège, bah justement. Nox fait, euh, s'était fait, hélas, voilà, cette fracture du bras, ce qui fait que je l'ai remplacé, il était prévu hein, pour Liège-Bastogne-Liège, je l'ai remplacé par Vacoq. Vous allez me dire, tu aurais peut-être pu mettre Vacoq d'office. C'est vrai que Seri et Vacoq, c'est un petit peu deux équipiers, on va dire quasi obligatoires hein, sur ces courses ardennaises. Il n'y a pas trop à réfléchir. Vous avez vu, j'ai adjoint un Cavagna, et puis il y a Henrik Mas qui avait envie de participer à un monument. C'est vrai que le garçon prend de la stature. Hein, il a un Giro, il a pas mal de tours World Tour. Il est en grosse ascension finalement là dans le peloton virtuellement dans cette partie, ce qui fait que oui bah ok pourquoi pas hein, le prendre sur Liège. On sait il y a suffisamment d'endroits. On aurait pu aussi envisager pourquoi pas un Mas sur la Flèche Wallonne. C'était quelque chose qui était pas du tout délirant. Bon après est-ce que vraiment il vaut mieux privilégier Mas à Alaphilippe sur ces courses-là? Bah, je le pense pas du tout parce que quand on a re-signé Julien Alaphilippe à 150 000 par mois et c'est le plus gros salaire de l'équipe, hein, c'est pas nécessairement pour privilégier quelqu'un à sa place sur les Ardennaises. Ce serait un petit peu délirant. Donc, ouais, en suivant une certaine logique, on voit encore un Stibar là qui est mais, du feu de Dieu, hein, un Stibar. Il aura été tellement fort encore une fois sur ces classiques. Quand on a voilà quelqu'un qui est de ce standing-là, on ne l'insulte pas en le reléguant en le reléguant derrière d'autres. Non, évidemment qu'il faut tout faire pour Julien Alaphilippe, surtout qu'il y a une Amstel, une flèche, il y a donc éventuellement un deuxième triplé ardennais à aller chercher après celui de l'année précédente, mais qui s'était joué au final sur un Liège old school, si j'ose dire. Donc c'est bien d'essayer d'aller chercher ce Liège-là, le Liège 2019. Allez, Mas et Youngles sont chargés de faire le boulot sur la toute fin. On est dans voilà, le début maintenant de la Roche au Faucon, qui est la dernière grosse difficulté de ce Liège-Bastogne-Liège. On presque parlé de juge de paix là en la circonstance. Regardez, il y a un énorme effort curseur à de masse. Hein. Énorme effort qui met à mal, qui met vraiment à mal la concurrence. Et puis voilà, on sait que cette difficulté, elle se décline en deux temps. Il y avait cette première partie avec un gros pourcentage, et la deuxième partie à moins de pourcentage, mais par contre, elle est peut-être l'occasion pour un Julien Alaphilippe de faire péter une attaque qui puisse mettre à mal. Voilà, on voit Kwiatkowski qui a lâché. À vrai dire, avec le rythme que j'ai mis depuis une vingtaine de kilomètres avant ce passage-là, le rythme qui a été mis, c'est pas étonnant que même Kwiatkowski lâche le coup. En fait, le seul qui aurait été capable de rivaliser, si par exemple on était en train de jouer avec Lotto Soudal et qu'on avait réussi, ce qui n'est pas évident du tout, hein, à emmener Wellens par exemple dans cette position-là, là je peux quasiment signer des deux mains pour dire que Alaphilippe, lui, par contre, il aurait suivi. Donc non, vraiment on a le mutant total sur ces courses-là. On l'a avec nous, donc ça rend les choses quand même excessivement plus faciles. Mais bon, on va la prendre avec plaisir, surtout que j'ai pas réellement souvenir d'avoir gagné un Liège-Bastogne-Liège 2019, profil 2019, depuis que voilà des gens
qu'on remerciera jamais assez, se sont chargés de nous fabriquer des cartes pour pouvoir déjà jouer à ces profils-là avant la sortie du nouveau jeu. Donc franchement, elle fait plaisir. Je pense pas avoir gagné en fait, non. Jamais gagné. Jamais gagné ce truc-là, j'ai toujours subi. Je jouais avec des équipes non plus qui n'étaient pas nécessairement favorables, hein, c'est intéressant aussi. Et donc, ouais, là, la Philippe, il est injouable. Hein. Il est injouable. On peut même d'ailleurs se demander, hein, et c'est ce sur quoi je vais terminer cet épisode, se demander comment est-ce qu'on pourrait lui fixer maintenant de nouveaux objectifs à ce stade-là, puisqu'en fait il est tellement dominant sur tout un tas de types de terrains qu'on pourrait sincèrement se poser la question de qu'est-ce que je vais lui faire faire si on continuait cette partie. Il y a forcément un axe de développement pour moi à choisir. À choisir essentiellement entre deux. Ce serait le premier évidemment de le booster au niveau de la montagne pour qu'il puisse éventuellement ambitionner un grand tour, une Vuelta par exemple, je ne sais pas, un Giro, ou bien carrément viser un Tour des Flandres, hein, viser un Tour des Flandres, et donc le renforcer considérablement dans les pavés. Du côté des Flandriens, ce qu'on pourrait faire, bah, c'est mine de rien penser à la suite. Parce que tous ces coureurs ne sont pas immortels et on est plutôt avec des leaders assez vieillissants, faut quand même être honnête. Ce qui fait que là où on peut envisager la retraite proche pour un Stibar, un Gilbert, c'est plutôt un Sénéchal si on veut vraiment puiser dans l'équipe, ou, mais alors sinon il faut recruter un extérieur, hein, qui peuvent prendre le relais et puis nous assurer encore une domination sur Flandrienne. Parce que j'ai bien senti là sur cette campagne de 2020 que on était ric-rac et on n'était pas si loin que ça de se faire taper, hein, de se faire taper à l'image par exemple d'un GPE3, à l'image d'un Dwars dans Flanderen. Il y avait l'écart qui était très faible, voire même pas nécessairement en notre faveur. Par exemple, Liège était beaucoup plus facile, toute proportion gardée. Liège beaucoup plus facile à gagner. On est beaucoup plus dominateur là-dessus que Roubaix ou le Tour de Flandre à l'épisode précédent, quoi. Donc nécessité d'évolution hein, sur les leaders hein, sur Flandrienne et puis au niveau des grands tours après là c'est l'axe total de bonheur absolu, c'est le développement du Remco, c'est Mas qui commence à devenir une espèce de mutant lui aussi avec son 83 en montagne, avec ses qualités athlétiques pas ridicules, avec même le 74 ans contre la montre en fait, qui l'empêche d'être pénalisé en fait sur ces épreuves là, sur ces étapes là. Donc voilà. Et puis un Bob Jungels toujours en couteau suisse, en couteau luxembourgeois, hein, qui peut être lui aussi poussé dans une direction ou dans une autre. C'est selon chacun. Voilà, bah, je vous dis bye bye. A priori, adieu. Adieu à De Koning Quickstep. Et puis, à très vite pour du Pro Cycling Manager 2019. Salut.